Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inauguré ce jeudi un complexe infrastructurel au siège du ministère de la Défense nationale. La 34e session du Conseil des ministres arabes de la Justice a débuté ce jeudi à Khartoum, au Soudan, avec la participation du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïeb Louh. Les centres d'enfouissement technique et leur impact au cœur d'une journée d'études organisée aujourd'hui au CIC en présence de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Et puis un reportage à suivre également à partir de Djelfa, où la forêt de chêne est un patrimoine jalousement préservé dans cette région. Le gland produit par ces chênes a longtemps servi de nourriture de base pour les habitants de la région. Voilà pour les titres de l'actualité, bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue libanais, Michel Aoun, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays, dans lequel le chef de l'État lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer ensemble à la promotion des relations de coopération dans tous les domaines. Comme je l'annonçais en titre, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inauguré ce jeudi un complexe infrastructurel au siège du ministère de la Défense nationale. Le vice-ministre de la Défense nationale a procédé à cette inauguration dans le cadre du suivi et de l'inspection des différents projets réalisés par l'armée nationale populaire dans tous les domaines, notamment ceux permettant d'assurer une plateforme d'infrastructure capable de répondre aux besoins de travail du personnel du MDN. Ont participé à la cérémonie d'inauguration le général-major Ali Sidan, commandant de la première région militaire, le général-major Abdelhamid Riss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, ainsi que des chefs de département, des directeurs centraux et des chefs de service du ministère de la Défense nationale et à l'état-major de l'armée nationale populaire. À l'entame, le général de corps d'armée avait suivi aussi un exposé global présenté par le général-major directeur de l'administration et des services communs au MDN pour suivre ensuite un film documentaire sur les différentes étapes de sa réalisation, et ce avant de s'enquérir sur le terrain aussi de ces diverses structures administratives. Cet édifice architectural dont la réalisation a débuté en 2014 englobe un bloc administratif, un parking auto avec une capacité de 1800 véhicules, un réservoir d'eau et un passage sous-sol pour piétons. Cette importante réalisation vient s'ajouter à l'ensemble des réalisations infrastructurelles que l'ANP ne cesse de concrétiser ces dernières années. Ce projet infrastructurel a été conçu et concrétisé par la Société nationale Bâti-Métal et l'entreprise nationale des grandes œuvres, Angoa. Sa réalisation s'est articulée essentiellement sur les normes de qualité et de sûreté à travers l'adoption de systèmes de contrôle, d'accès, de la gestion intelligente du stationnement et de la vidéosurveillance. Et puis sachez en outre que cette nouvelle réalisation représente une valeur esthétique aussi grâce à son style architectural moderne. Elle répond aux impératifs d'une exploitation idéale rationnelle et bien réfléchie des espaces disponibles, et ce conformément à la nature des missions assignées et aux exigences de travail de tous les personnels du siège du MDN. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, avait mis l'accent sur l'importance qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire à la réalisation de multiples projets d'infrastructures dans tous les domaines, des projets qui répondent à toutes les normes de sûreté et de qualité et qui sont appelés à adaptés à leur environnement. On écoute le général de corps d'armée. À l'occasion de l'inauguration de cet important édifice infrastructurel, je tiens à souligner l'importance qu'accorde le haut commandement de l'ANP ces dernières années à la réalisation de multiples projets infrastructurels dans tous les domaines.
Des projets qui répondent à toutes les normes de sûreté et de qualité et qui sont adaptés à leur environnement, permettant donc d'assurer de meilleures conditions de vie et de travail pour les personnels. Dans ce contexte précisément, et à titre d'exemple, 10 écoles des cadets de la nation ont été réalisées, outre l'annexe de l'Académie militaire de Shelchel, plusieurs écoles militaires, des centres d'instruction et des cantonnements des unités déployées à travers les 6 régions militaires, notamment celles implantées dans les zones frontalières, ainsi que des parkings auto et d'autres importantes infrastructures militaires. Et conformément à la rigueur et à la discipline avec lesquelles s'illustre notre institution militaire, toutes les infrastructures ont été réalisées dans des temps records et avec des coûts raisonnables, soumis à un suivi périodique et à un strict contrôle par les services compétents. Dans ce sillage, l'inauguration de cet important édifice architectural qui réunit, comme vous le savez, plusieurs structures dont un bloc administratif et un parking auto et qui permettent d'améliorer les conditions de travail des personnels du siège du MDN. والتي من شأنها تحسين ظروف عمل المستخدمين بمقر وزارة الدفاع الوطني. Dans l'actualité également, l'Algérie a saisi officiellement le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, l'UMA, pour l'organisation dans les délais les plus rapprochés d'une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union. C'est ce qu'indique ce jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette initiative s'inscrit en droite ligne de la conviction intime et maintes fois exprimée par notre pays de la nécessité de la relance et de l'édification de l'ensemble maghrébin et de la réactivation de ces instances. Elle intervient aussi dans le prolongement des conclusions du dernier sommet extraordinaire de l'Union africaine des 17 et 18 de ce mois sur les réformes institutionnelles de l'organisation continentale, qui a accordé justement un intérêt particulier au rôle des communautés économiques régionales dans les processus d'intégration des pays africains. La 34e session du Conseil des ministres arabes de la justice a débuté ce jeudi à Khartoum, au Soudan, dans le cadre du renforcement de la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et a rapproché aussi, c'est ce qu'a rapporté l'agence de presse soudanaise. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux Taïeb Louh, prend part à cette session. Les ministres arabes de la Justice se penchent sur les moyens de lutter contre le terrorisme à travers la mise en œuvre des accords arabes dans ce domaine, l'unification aussi de la législation arabe et la convention arabe sur les réfugiés. Et puis cette réunion est consacrée aussi au débat de plusieurs questions importantes liées à la lutte contre le terrorisme, la criminalisation du paiement de rançon aux terroristes, la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes des corruptions. Il est question aussi de l'examen de la Convention arabe contre la corruption ainsi que l'adoption du point sur la demande du Soudan d'être rayé de la liste américaine des États qui parrainent le terrorisme. Séance plénière à la PN ce matin. La séance a été consacrée à plusieurs questions orales adressées à plusieurs membres du gouvernement, d'abord au Premier ministre, à la ministre de la Poste et des TIC, au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, au ministre du Travail également concerné par ces questions, et puis le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et enfin du ministre de l'Industrie et des Mines. On reste avec l'industrie justement. Youssef Yousfi, ministre de l'Industrie et des Mines, a reçu ce jeudi à Alger le ministre du Commerce de l'Indonésie, avec lequel il a examiné les opportunités de coopération économique entre les deux pays, notamment dans les secteurs industriels et miniers. L'entretien a permis également d'évoquer les créneaux industriels pouvant faire objet de projets communs entre les entreprises algériennes et leurs homologues indonésiennes, à l'image des industries alimentaires, du textile, électronique, la chimie également, la fabrication des accessoires véhicules et des meubles également. Et puis le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, a soulevé ce jeudi, à partir de Barcelone, en Espagne, les contraintes qui freinent une meilleure croissance mondiale des industries du gaz, dont notamment la compétition dont cette énergie fait face sur tous les segments. Et Guitouni s'exprimait lors du 6e forum ministériel du gaz, organisé conjointement par le Forum international de l'énergie et l'Union internationale du gaz. Sachez également que pour le ministre, le gaz naturel nécessite la mise en place de politiques énergétiques qui favorisent la protection de l'environnement et rémunère aussi des capacités du backup dans le secteur électrique et génère surtout un signal prix du carbone suffisamment fort, selon les termes du ministre de l'énergie algérien Mostafa Guitouni.
Et puis le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdouwahab Darbal, a affirmé ce jeudi à Alger que les lois régissant le processus électoral nécessitaient une amélioration et une révision constante dans son allocution d'ouverture d'une journée d'études sur les garanties pénales dans la loi électorale, organisée par la haute instance, donc au Palais des Nations, en présence du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui et des représentants des formations politiques. Darbal avait appelé aussi à imprimer la célérité et la rigueur nécessaires aux mesures de suivi et de sanction de toute infraction de la loi, vu l'impact direct du processus électoral sur la stabilité sociale en général. Les centres d'enfouissement technique et leur impact sur l'environnement. Au cœur d'une journée d'études organisée aujourd'hui au Centre international des conférences, Abdelatif Rahal, c'était en présence bien sûr de beaucoup d'experts et de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. La couverture d'Amina Zahoufa. En faire de la matière première plutôt que de les enfuir. Avec environ 13 millions de tonnes de déchets ménagers collectés annuellement, l'Algérie veut faire de ce gisement d'une valeur économique de 30 milliards de dinars par an une solution économique et environnementale. Ce qui est valorisable est de 7 millions de tonnes. Maintenant, on est à 5% uniquement, donc on faut élever ça à plus de 20%. Il faut savoir aussi qu'il y a la fraction des déchets d'emballage qui constitue les 30%. On est en pleine préparation d'un décret réglementaire qui va gérer l'emballage. C'est le système Ecogem qui va aussi permettre beaucoup de facilitation vers des investisseurs dans le domaine. Il y a aussi la valorisation concernant les déchets en plastique qui a quand même, je pense, elle a bien émergé pour le moment. Et il y a aussi le côté qui concerne tout ce qui est déchets valorisables comme le compost et tout ça. Cette journée d'information sur les centres d'enfouissement technique a été l'occasion d'évaluer plus de 15 années de travail avec la mise en place de guides et de manuels de gestion et d'exploitation des CET. En fait, c'est des guides qui sont en relation avec le centre d'enfouissement technique tout au long de son cycle de vie. Il y a un guide sur la réalisation, comment réaliser, comment réaliser en exploitant au mieux le foncier disponible. Il y a un guide sur l'audit, un guide plutôt sur l'exploitation, comment mieux exploiter l'espace dédié à l'enfouissement. Il y a un troisième guide qui est dédié à l'audit. Donc on a profité de l'expérience allemande quand même pour produire ces éléments. Le défi actuellement qui reste à accomplir, c'est surtout le financement de toutes ces infrastructures, le développement de certaines institutions ou bien de certaines institutions chargées de la collecte et de transport des déchets. Un modèle circulaire de gestion économique capable de générer pas moins de 200 000 emplois indirects et 30 000 emplois directs grâce à la stratégie nationale de gestion intégrée des déchets. L'Algérie a enregistré durant ces dernières années une avancée en matière de protection de l'environnement grâce au programme d'investissement tracé par le président de la République dans le but d'améliorer le cadre de vie du citoyen. Un programme qui décline la volonté du gouvernement de mettre en place un système de lutte contre les pollutions par les déchets. On continue de parler de la pollution avec cet atelier national sur l'état des lieux, des travaux et des études réalisées sur la pollution plastique et microplastique qui a été organisé ce matin à l'Institut national de la santé publique. Alors un objectif a été tracé, justement, présenter des travaux de recherche, mais surtout des études réalisées dans ce domaine et leur impact sur la santé humaine. Hasna Zoubeli, reportage. La quantité de plastique produite entre 1950 et 2015 à travers le monde est estimée à 8,8 milliards de tonnes. L'Algérie n'est pas en reste. Un atelier national sur la pollution plastique et microplastique a été organisé à Alger. Un thème qui a réuni universitaires, mouvements associatifs, institutions de santé publique et experts en environnement. Cette activité rentre dans le cadre des activités des réseaux nationaux de surveillance de l'état de la salubrité et de la qualité des milieux et des produits de la pêche. Nous avons à peu près 5 sous-réseaux thématiques, donc avec l'ensemble des institutions qui activent dans le domaine. Nous avons des sous-réseaux pour le contrôle des phytoplanctons toxiques, aussi pour le contrôle des métaux lourds en milieu donc marin ou bien en milieu continental. Nous avons aussi un sous-réseau
réseau de l'acidification avec les institutions spécialisées. Et, la thématique d'aujourd'hui, c'est le réseau chargé d'évaluation de l'état des plastiques et des microplastiques en mer et son impact sur l'environnement. Hélas, nous n'avions pas eu les autorisations de prélèvement en 2014 par les ministères de l'époque. Depuis, nous activons sur la sensibilisation et l'information d'abord pour expliquer à la population algérienne c'est quoi d'abord le microplastique. Donc il faut d'abord faire de la vulgarisation. Aujourd'hui, nous découvrons donc ce péril microplastique, mais c'est un problème, c'est un dossier qui ne peut pas être pris en charge par une partie ou une autre. C'est un travail collectif qui doit être fait en même temps par le gouvernemental, le non-gouvernemental et surtout l'universitaire. La recherche doit être au centre de tout cela et malheureusement la recherche, ça prend du temps. L'objectif de cet atelier est de présenter des travaux de recherche et des études réalisées dans ce domaine et leur impact sur la santé humaine et les écosystèmes aquatiques. Depuis 2014, de nombreux acteurs travaillent ensemble pour l'élaboration d'une base de données relative à la pollution plastique en mer et les premiers résultats viennent de voir le jour. Alors oui, il y aura des propositions et il y a le bateau Algerian Explorer de la Fondation Nasr El Khair, qui c'est un bateau dépollueur qui va commencer par les ports. Donc il aura différents aspects, différents impacts. Principalement, ce sera pour la protection de l'environnement. Il faut savoir que plus de 30 kilos de sachets en plastique sont utilisés pour l'emballage puis jetés. Des sachets qui n'ont pas seulement un impact sur l'environnement, mais également sur la santé publique. Nous allons à un endroit à présent qui est un peu loin de la pollution, toute la pollution dont on vient voir quelques images. On va à Djelfa pour parler de la forêt de chêne. C'est un patrimoine jalousement préservé dans cette région. Le gland produit par ce chêne a longtemps servi de nourriture de base pour les habitants de la région, fabriqué avec du couscous à base de gland ou encore du pain. Naïma Loualish s'est rendu sur place, reportage. C'est la plus vaste et la plus vieille forêt de chêne et ça se trouve au pied des montagnes à Chouicha, près de Djelfa. Plus que centenaires, ces arbres sont non seulement chouchoutés mais aussi préservés par leurs propriétaires qui leur apportent un soin particulier. Nos parents à l'époque de la famine ne mangeaient que de la farine des glands. Pendant les 2 guerres mondiales, il n'y avait que ça au menu d'ailleurs. Cet héritage, on le conserve jusqu'à aujourd'hui. Le chêne nous donne du gland que l'on vend en sourd à des gens du sud au prix de 100 dinars le kilo. En revanche, son fameux bois est utilisé pour la fabrication des terrines et des pillons en bois. Étalée sur 2100 hectares, cette forêt qui contient aussi quelques pinals appartient à plusieurs tribus vivant à la fois de l'élevage et de l'agriculture. Autogérée depuis la nuit des temps par ces mêmes tribus, cette forêt est très utile à tous les points de vue. Feuilles, chapeaux, glands lui-même sont très utiles pour la fabrication des tisanes pour tous ceux qui souffrent de la rétention d'eau. En revanche, la farine de gland sert à fabriquer du couscous propre à la vente. Le chêne est très important pour ses propriétaires qui en vivent et le transmettent tout en le conservant de père en fils puisqu'il date de plusieurs millions d'années. Nous conseillons et nous veillons à protéger ce patrimoine ancestral pour tous ces agriculteurs dont les chênes constituent une valeur historique. Des rumeurs ont donné cette forêt presque anéantie par les bûcherons qui utilisent son bois pour la fabrication d'ustensiles très prisés pour accompagner deux menus phares de la région, Cherchoura et Sfetri. Mais il n'en est rien, ce chêne séculaire se porte ainsi que vous le voyez comme un charme. Nous allons à Adrar également pour parler du reboisement et du travail de pépiniéristes qui ont été intégrés dans le programme de réinsertion sociale des détenus. C'est une initiative louable qui porte ses fruits avec les premières sessions de travail organisées sur place. Nassima Imloula. Le ministère de la Justice et de la Réforme pénitentiaire a organisé en partenariat avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel des ateliers de formation au profit des détenus de l'établissement pénitentiaire de la wilaya d'Adrar.
L'objectif de cette formation est de tenir main forte aux détenus pour leur insertion dans le monde du travail, ce qui leur permettra de réaliser leurs projets et bien sûr participer au développement de l'économie du pays. Notre travail consiste en la réinsertion sociale des détenus afin qu'ils puissent accomplir leurs devoirs en tant qu'acteurs dans le développement du pays. La direction générale de l'établissement pénitentiaire de la région a mis à la disposition des détenus tous les moyens nécessaires qui allaient leur faciliter de décrocher leur diplôme et de s'intégrer dans la société. Tous les détenus sont concernés par cette formation dont la durée varie de 6 à 18 mois. Concernant les spécialités, nous avons des ateliers en plein air qui touchent à l'agriculture saharienne, l'agriculture sous serre, en plus de l'apiculture et l'aquaculture. Pour les ateliers fermés, il s'agit de formations sur l'industrie du cuir et la poterie. Afin de faciliter son insertion dans la société, un service d'accompagnement est mis au service du détenu libéré. Une fois le détenu libéré, le service de réinsertion le dirige vers notre service qui se trouve à l'extérieur de l'établissement. On lui ouvre un dossier en fonction de sa fiche de vœux. Le suivi du détenu continue après sa libération par un service externe. Nous lançons un appel à toute la société pour expliquer que ce détenu a pu se tromper dans sa vie. Il a purgé sa peine, maintenant il est considéré comme citoyen normal avec des droits et des obligations. La réussite du programme de la réinsertion des détenus dans les établissements pénitentiaires n'est autre que la réussite d'une politique éclairée pour un lendemain meilleur. Dans l'économie, on parle en ce moment du salon de la sous-traitance qui est organisé en ce moment à Alger. L'occasion pour nous de parler d'un métier, un métier particulier et qui concerne justement la sous-traitance et la maintenance des bateaux de pêche. C'est un secteur qui est en plein essor en ce moment dans la wilaya de Boumerdès. De plus en plus de postes d'emploi sont créés dans ce créneau d'activité. Un exemple ce soir dans cet atelier qui a acquis un nouveau matériel et qui connaît un engouement des pêcheurs pour réparer leurs bateaux de pêche sur place. Badia Amani. La réparation, la maintenance et la fabrication des bateaux de pêche est une activité en pleine expansion dans la wilaya de Boumerdès. Cet atelier connaît un engouement des pêcheurs pour des travaux de maintenance régulière, notamment après l'acquisition d'un élévateur d'une capacité de 150 tonnes. Nous avons commencé le travail dans les années 80 d'une manière artisanale. Avec le temps et le développement de l'industrie navale, nous avons amélioré notre production. Cette entreprise qui emploie 60 ouvriers diplômés du Centre de la formation professionnelle de la région connaît un franc succès avec la fabrication de bateaux en polystère pour le secteur de l'aquaculture. Cette entreprise accompagne également les jeunes dans la mise en œuvre de leurs projets dans le cadre du développement des métiers de la pêche, et ce, à travers les différents mécanismes mis en place par l'État, entre autres l'ONSEJ. Ces entreprises participent à la création de nouveaux postes d'emploi. Dans ce secteur, le propriétaire d'un bateau de pêche est considéré comme une entreprise car il emploie au minimum 15 marins pêcheurs. 40 bateaux sont fabriqués annuellement dans cet atelier, en plus de la maintenance d'une centaine de bateaux de différentes tailles et de différents types. L'essor que connaît cette activité témoigne de l'intérêt des jeunes à investir dans ce créneau d'activité. Cheikh Sidi Abdelrahman Hafsi, éminente personnalité religieuse de la région d'Aoul-Fadrar, est décédé hier à l'âge de 86 ans. A-t-on appris de sa famille, éminente personnalité de la région de Tidikelt. Le défunt a grandi au sein d'une famille conservatrice avec un premier enseignement prodigué par son père, avant de rejoindre en 1949 l'école At-Tahriya de Cheikh Moulay Ahmed Tahri Al-Idrissi, dans la commune de Sali,
dans la région du Touet, au sud d'Adrar, où il s'est consacré à l'apprentissage du Coran, du fiqh et des sciences linguistiques. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. L'information sécuritaire de ce soir, 10 casemates pour groupes terroristes et 2 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites par des détachements de l'armée nationale populaire. C'était hier, donc, lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées à Batna, Skikda et Mila, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Et puis, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, vous le découvrez sur ces images, un détachement de l'ANP a arrêté en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Bachar 4 narcotrafiquants et saisi 70,6 kg de kif traités, 2 véhicules touristiques également saisis. Voilà donc l'image de cette saisie opérée par les éléments de l'armée nationale avec la Sûreté nationale, opération combinée entre les 2 organes de sécurité. On apprend d'autre part que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté un contrebandier et saisi 35 quintaux de tabac à El Oued et Inamenas également. Ils ont également intercepté 6 individus en leur possession 5 fusils de chasse à El Bouagui, Skikda et Tlemcen également. Note encore le communiqué du MDN. On termine par cette petite virée dans les territoires sahraouis libérés et plus précisément à Al-Keyez, une région qui regorge de plusieurs gravures rupestres que notre collègue Wahiba Mezouj nous fait découvrir. Le récit est signé Adel Bouchabes. C'est à quelques encablures de la région d'Al-Keyez, dans les territoires sahraouis libérés, que se dressent ces sanctuaires qui tiennent leur importance de ces gravures rupestres, devenues au fil du temps un véritable trésor archéologique de l'humanité. Ces dessins remontent à l'âge de bronze, soit quelques 3200 à 2400 ans avant Jésus-Christ. Ces dessins retracent le passage de plusieurs civilisations qui ont vécu dans cette région. Ce site attire les curieux et les archéologues qui viennent des 4 coins du monde à la découverte de ce legs ancestral. Nous avons passé d'agréables moments à Keyez, dont les peintures rupestres remontent à la préhistoire et qui témoignent que les Sahraouis ont toujours vécu sur ces terres. J'ai été vraiment ébloui par ces gravures dont regorge le site archéologique d'Al-Keyez, témoin des passages des civilisations sur les territoires sahraouis libérés. Quoi de plus édifiant que ces gravures rupestres pour témoigner de l'attachement des Sahraouis à leur terre depuis la nuit des temps. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inauguré ce jeudi un complexe infrastructurel au siège du ministère de la Défense nationale. La 34e session du Conseil des ministres arabes de la Justice a débuté ce jeudi à Khartoum avec la participation du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïeb Louh. Les centres d'enfouissement technique et leur impact sur l'environnement au cœur d'une journée d'études organisée aujourd'hui au Centre international des conférences en présence de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Et puis nous sommes partis à Djelfa ce soir vous présenter cette forêt de chênes qui est un patrimoine jalousement préservé dans cette région. Le gland produit par ces arbres a longtemps servi de nourriture de base pour les habitants de cette région. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le rappel des adresses Internet, Facebook et YouTube de la chaîne pour les replays. Très bonne soirée à tous, à demain.